Salut à vous, c'est Franck Alex, je suis le fondateur de Emperor Trading Community. Dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de mon dur labeur, le fruit de 2 ans de recherche intense, le fruit de mes sueurs, de mes nuits blanches. Parce que j'ai remarqué en réalité qu'il y a 80% des informations qu'il y a sur le graphique, les informations qu'on nous donne dans les formations et les stratégies qu'on voit en ligne qui sont biaisées en fait, qui sont erronées et qui sont soit mal partagées, soit mal appliquées, ou parfois il y en a même qui n'ont pas du tout d'importance et on donne d'importance à ces choses-là. Donc le but de ma séance, c'est simplement de vous partager ces informations-là. Je ne vous demande rien en retour. Tout ce que je demande, c'est que si vous appréciez le contenu de cette vidéo, allez mettre ça sur la publication Facebook où vous avez eu à voir la vidéo. Mettez 3 de vos amis traders en commentaire pour leur montrer la vidéo pour qu'eux aussi puissent voir et partagez la vidéo, partagez le post afin que d'autres traders puissent rencontrer cette vidéo et qu'ils puissent corriger leur trading. Ces informations que je vais vous donner vont vous permettre d'améliorer de façon drastique vos résultats. Il y a 2 choses principales sur lesquelles on se trompe en fait. C'est surtout la détection des tendances parce que il faut savoir détecter la tendance d'une certaine façon, ok, pour que le prix ne se retourne pas contre nous, pour que nous aussi on puisse profiter de ça. Et la deuxième chose qui est la chose la plus grave en fait, qui intervient sur tout, c'est plutôt les time frames. Donc, on entend parler de D1, H1, H4, tout le monde se promène de tous les time frames et tout. Mais en réalité, il y a beaucoup de time frames qui ne sont pas nécessaires. Et le fait de mélanger les time frames dans l'utilisation de notre stratégie, c'est ça même qui détruit l'efficacité des stratégies qu'on utilise. Donc, dans la vidéo, je vais essayer de faire le tour de ces trucs-là et je vais vous montrer le potentiel de résultats que ça peut vous permettre d'avoir sur le graphique. Donc, merci de suivre jusqu'à la fin. Et avant de commencer, voilà la page de notre communauté. Vous pouvez vous abonner et liker, partager parce que je partage des vidéos éducatives quand même chaque semaine. Il y a aussi une chaîne YouTube au même nom. Donc, les résultats de ceux avec qui je travaille et les résultats de ma personne également sont là. Ok, donc on va directement aller sur le vif du sujet. Je ne vais pas trop traîner. J'aime aller à l'essentiel. Là, on va aborder le premier sujet qui est le sujet le plus important effectivement, celui de la tendance. Dans les formations, vous allez entendre, bon, c'est la théorie de Dow que tout le monde utilise. La théorie de Dow qui stipule en réalité que la théorie de Dow qui stipule en réalité que lorsque le prix fait des sommets et creux de plus en plus haut, on est en tendance haussière. Lorsque le prix fait des sommets et creux de plus en plus bas, on est en tendance baissière. Donc là, on a ceci. Sommet plus haut, plus haut, plus haut. Creux plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Donc là, on est en tendance haussière. Creux, sommet et creux plus bas. Sommet plus bas, sommet plus bas, sommet plus bas, sommet plus bas, creux plus bas, creux plus bas, creux plus bas, creux plus bas. On est en tendance baissière. Maintenant, il y a une troisième tendance dont on parle, les gens parlent de range ou consolidation. Donc, quand le prix est coincé entre 2 niveaux. Donc là, on a un range ou une consolidation. Ok. Bon. Moi, je préfère parler de 3 tendances. Je préfère parler de tendance d'indécision. Je préfère parler de tendance de phase d'indécision, de tendance haussière, de tendance baissière. Donc, dans la phase d'indécision, c'est lorsqu'on n'est pas en tendance haussière ni en tendance baissière. Donc, le range est une phase d'indécision du marché. Mais parfois également, les phases d'indécision peuvent se retrouver comme des endroits où il n'y a ni sommet et creux qui s'arrêtent au même niveau, ni sommet et creux qui vont de plus en plus haut, ni de plus en plus bas. C'est-à-dire, donc supposons que nous avons le prix qui évolue en tendance haussière comme ceci. D'accord? Le prix fait ça. Ça casse le précédent creux. Après, ça remonte encore. Après, ça recasse encore. À partir d'ici, si on va regarder les différents sommets, on sait que ici, le sommet précédent est plus, ce sommet est plus bas que le sommet précédent. Mais bizarrement, qu'est-ce que je raconte? Le creux précédent est plus bas que le creux précédent. Et ici, le sommet précédent est plus haut que le creux précédent. Normalement, pour avoir une tendance haussière, on doit avoir sommet plus haut et creux plus haut. Mais ici, on a un creux plus bas.
Donc, ce n'est plus une tendance haussière. Donc, on va supposer peut-être que la tendance baissière va commencer. Mais pour une tendance baissière, il faut sommer plus bas et creux plus bas. Mais malheureusement, on a creux plus bas et on a sommé plus haut encore. Et donc, le prix va faire des zigzags comme ça. Donc, cette phase-là, le temps que le prix va prendre en fait avant de recommencer à faire des sommets et creux de plus en plus bas, j'appelle cette phase-là une phase d'indécision. J'appelle ça une phase d'indécision. Donc, une phase où il n'y a pas de tendance haussière ni de tendance baissière. Et la phase en fait de règne de consolidation aussi, je considère cette phase-là, c'est comme une phase d'indécision. Parce que durant cette phase-là aussi, le prix n'est ni en tendance haussière. Donc, si le prix est en tendance haussière, que le prix commence à zigzaguer en deux zones, c'est que le prix est dans une phase d'indécision également. Donc, le range, en fait, va être considéré comme un cas particulier de la phase d'indécision. Donc, d'après moi, ma compréhension du marché actuellement, nous allons alors avoir en général trois types de tendances. Donc, nous avons la tendance haussière, nous avons la tendance haussière, la tendance baissière et la phase d'indécision. Donc, lorsque le prix n'est ni en tendance haussière, ni en tendance baissière. Et dans la phase d'indécision, il y a le range. Range ou consolidation, ça dépend des gens. Donc, voilà en ce qui concerne les différentes tendances qu'il y a. OK. Maintenant, il y a un souci souvent, en fait, au moment où il faut détecter la tendance sur le graphique. Parce que pour détecter la tendance, on dit qu'il faut regarder les sommets et les creux, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il faut considérer comme un sommet? Qu'est-ce qu'il faut considérer comme un creux? Parce que le graphique est fait en bougie. Le graphique n'est pas fait en ligne comme ceci. Donc, ce qu'on voit, quand c'est en ligne, on peut voir clairement, voilà, ici il y a un sommet, ici il y a un creux, ici il y a un sommet, ici il y a un creux. Mais avec les graphiques en bougie, parfois le prix va faire une bougie, après une grande bougie va descendre, après le prix va monter. Quelqu'un peut considérer ça comme un sommet ou bien un creux, alors qu'une autre personne ne va pas du tout considérer ça comme tel. Vous voyez? Donc moi, pour mon travail, j'ai compris que la meilleure façon de considérer un sommet ou un creux bien valide, c'est d'avoir en fait minimum deux bougies dans les deux différents sens. Je vais m'expliquer. Supposons que nous sommes par exemple dans une baisse, d'accord, le prix est en train de descendre, donc ça fait des bougies rouges, le prix descend. Et après ça, en réalité, des bougies vertes en fait apparaissent. Bon, c'est pas trop joli, hein. Les bougies rouges apparaissent, les bougies vertes en fait apparaissent. Et on a deux bougies vertes, ok, qui apparaissent, alors qu'on avait deux bougies rouges qui descendaient. Donc, quand on a au moins deux bougies rouges avec des corps assez importants, pas des pin bars, pas de toutes petites bougies, non, des bougies avec des corps assez importants, ok, deux bougies rouges et deux bougies vertes, comme ceci, nous avons alors un V. Et là, c'est un creux valide. Là, je peux considérer ça comme un creux. Il peut arriver, ok, que le prix fasse seulement peut-être une seule grande bougie verte, une seule grande bougie rouge, et après deux bougies vertes au moins qui vont monter. Là aussi, c'est un creux valide, ok. Il peut arriver également que ce soit plutôt deux bougies rouges et que le prix fasse une grande bougie verte. Là, c'est toujours un creux valide. Mais le genre de mouvement où, par exemple, le prix va simplement faire une petite bougie rouge, d'accord, une petite bougie rouge comme ça, d'accord, bien deux petites bougies rouges comme ça, et puis après une petite bougie verte comme ceci, avant de recommencer encore à descendre après. On va dire que ici c'est un creux. Non, 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 ce n'est pas un creux. Il faut deux bougies bides avec des corps assez intéressants, avec des corps moyens, minimum deux bougies ici aussi. Inversement, pour ce que je vais considérer comme un creux, comme un sommet plutôt. Donc là, ça c'est le creux valide, ce que je considère comme un creux qui est valide. Là, c'est un creux qui est valide. Un creux valide en réalité pour pouvoir détecter les tendances. Un creux qui est valide pour détecter les tendances. Donc je vais essayer de déplacer tout ça. Voilà. Donc le creux qui est valide pour détecter les tendances. Et donc là, je vais mettre
Un sommet valide. Donc là, on va mettre un sommet valide. Pour le sommet valide, ça va être le contraire simplement de ceci. Donc, au moins deux bougies. Au moins deux bougies. Voilà, oui, au moins deux bougies vertes qui montent avec des corps assez intéressants. Et après ces deux bougies, on aura deux bougies rouges avec des corps assez intéressants qui se forment après. Ça peut se faire aussi une seule bougie verte qui monte et deux bougies rouges qui descendent, ou après deux bougies vertes qui montent et puis une seule bougie rouge qui descend. Et là, c'est toujours valide. Mais ce qui n'est pas valide, c'est lorsque là, ça marche, on a un bon creux, un beau sommet plutôt. Ce qui n'est pas valide, c'est lorsqu'on a une seule petite bougie rouge, après une autre bougie apparaît et on va dire que c'est un creux ou bien non, un sommet, non. Il faut que ça se remarque clairement, visuellement. Et c'est lorsqu'on a au moins deux bougies que le truc se fait remarquer de façon visuelle, que le creux se fait remarquer de façon visuelle et que le sommet se fait remarquer de façon visuelle. On va aller voir sur le graphique comment considérer les bons creux et les bons sommets. Donc, je vais ouvrir rapidement mon méta. Donc là, par exemple, nous sommes sur le crash 1000 et crash 600 autant pour moi. Crash 600. Et là, vous allez voir ici, là, il y a un creux valide puisque le prix a fait deux bougies rouges en bas et puis au moins trois bougies avec des corps intéressants en haut. Trois bougies vertes. Là, on a un creux qui est valide. OK? Ce petit truc qui s'est passé ici, là, par exemple, là, ce n'est pas un creux. Ce n'est pas valide. Ceci, il y a deux bougies et puis deux bougies qui sont descendues. Là, c'est un sommet intéressant à considérer. OK? En termes de détection de la tendance en cours, c'est un sommet intéressant à considérer. Mais moi, je trouve quand même que ça, là, c'est même petit parce que la deuxième bougie est très petite et considérer tout ça là comme sommet creux, bon, c'est quand même à discuter. OK? Mais il y a des cas indiscutables. Ceci, par exemple, il y a trois bougies, plus de trois bougies qui sont montées, plus de trois bougies qui sont descendues, c'est indiscutable. Là, il y a trois bougies qui sont descendues, après plus de trois aussi qui sont montées, c'est indiscutable. Il y a un creux, ici, il y a un sommet. Ici, il y a eu plusieurs bougies. Ce petit truc-là, c'est pas considéré comme un creux. C'est toujours dans le mouvement. Ok, c'est toujours dans le mouvement. Et c'est ici que le prix a fait cette grande dépression-là. Là, il y a eu un creux qui s'est formé. Ici, le prix a fait une grande bougie verte, vous voyez, et puis deux bougies rouges. Là, il y a eu un sommet aussi qui s'est formé. Ah, je ne sais même pas pourquoi je parle de creux ici. Ici, il y a eu un sommet qui s'est formé. Donc, dans cette phase où le prix n'a rien fait de clair là, ok, on ne peut pas dire que ici il y a un sommet, ici il y a eu un creux, ici il y a un sommet, ici il y a un creux. Non, je vais considérer toute cette partie là, ok, comme étant là le sommet et en bas ici sera le creux. Ok, un autre exemple, là il y a un sommet, ici il y a un creux. Là il n'y a pas de creux, ok. Là on peut peut-être dire qu'il y a un sommet. Là, il y a un creux. Là, il y a un creux. Là, il y a un creux. Là, il y a un sommet. Ici, il y a un creux, oui. Ici aussi, il y a un creux. Donc, en termes de détection de tendance, c'est très important de bien identifier le sommet et le creux. Parce que c'est en fonction de ça que vous allez pouvoir identifier les changements de tendance. Et si vous n'identifiez pas bien le changement de tendance, vous allez rater des opportunités et pas trader dans les directions qu'il ne faut pas trader et perdre effectivement de l'argent de façon inutile. Je vais aborder alors la deuxième partie concernant la tendance qui parle en réalité de ce qu'on considère comme un changement de tendance valide. Parce qu'en réalité, sur ce plan-là aussi, il y a quelque chose qui est flou. Avant, les gens, bon, d'après ce que j'ai suivi dans les vidéos, les gens parlent simplement de cassure, de chauche, dès qu'il y a eu un chauche, bon, la cassure du précédent creux, la cassure du précédent sommet, on atteint un retest et puis quand il y a un retest, on rentre. C'est là que les gens vont parler des figures chatistes, des épaules, tête, épaule, M et tout ça. Alors que ces trucs-là ne fonctionnent pas tout le temps. Et ce qu'on considère même comme changement de tendance n'est pas valide la plupart du temps. Donc, je vais vous montrer de façon claire et précise ce que moi je considère comme un changement de tendance qui est valide, que j'ai testé, que j'ai approuvé pour moi et pour ma façon de travailler.
Donc, on a fini avec les différentes tendances et comment identifier les sommets et les creux parce que l'identification du sommet et du creux intervient dans l'identification de la tendance. Si vous identifiez mal le sommet, si vous identifiez mal le creux, vous avez raté la tendance. Donc, le changement de tendance. Donc, on a là le changement de tendance. Bon, vous allez certainement remarquer un changement de la qualité du son. C'est normal parce que j'ai dû changer de micro. Donc, je disais que avant de parler du changement de tendance, je dois expliquer un terme d'abord que j'utilise qui est le shosh. Le changement de caractère, c'est un terme en anglais. Normalement, ça veut dire change of character. En français, ça veut dire changement de caractère. Le changement de caractère, c'est simplement en réalité lorsque le prix en tendance haussière casse le précédent creux, ok, et lorsque le prix en tendance haussière casse le précédent, en tendance baissière plutôt, casse le précédent sommet. Donc, on est en tendance haussière ici, et le prix vient casser en réalité le précédent creux de la tendance haussière. Là, il y a eu un choche. On est en tendance baissière ici, et le prix vient casser le précédent sommet de la tendance baissière. Là, il y a eu un choche. Ok, ici aussi. Donc, c'est ça en réalité un choche. C'est la cassure du précédent sommet de la tendance baissière ou la cassure du précédent creux de la tendance haussière. C'est ça que j'appelle le choche. C'est important dans la détection d'un changement de tendance. Le changement de tendance, c'est quelque chose qui se passe en réalité en 3 étapes. Le prix fait en première position un choche, ok. En deuxième position, ce qu'on va appeler le retest. Le retest. Donc, le prix fait le retest. Donc, ça revient en fait chercher une zone pour confirmer son changement de direction. Et après le retest, nous avons la génération du nouveau plus bas ou plus haut. Génération du nouveau plus bas, bon, plus bas ou plus haut, ça dépend. Ça dépend de la direction que le prix veut prendre. Si c'est un changement de tendance vers le bas, donc c'est génération de nouveau plus bas. Ou bien création, bon, création ou génération, ça revient à la même chose. Hein. Création du niveau plus haut au niveau plus bas. Donc, c'est 3 étapes. Donc, premièrement, c'est choche. Deuxièmement, retest. Troisièmement, donc je vais mettre ça là. 1, 2, 3. Donc, ce sont les 3 différentes étapes, ça. Premièrement, le prix fait le choche. D'accord. Deuxièmement, le prix fait le retest. Et troisièmement, le prix fait la création du niveau plus bas ou plus haut. Et je vais expliquer. Donc là, par exemple, nous avons le prix qui a fait un choche. OK? Le prix a fait le choche. Quand le prix fait le choche, le retest en réalité, c'est lorsque le prix va remonter pour chercher une zone. Ça peut venir s'arrêter sur cette zone-ci, cette zone de résistance-là, ou bien aller chercher une zone à l'intérieur du marché, à l'intérieur du mouvement qui est descendu. Donc, ça peut venir chercher une zone en haut ici. En tout cas, peu importe, ça va venir chercher une zone pour faire maintenant une descente. Donc là, il y aura eu un retest sur une zone quelconque. Ça peut être sur la zone là, ça peut être sur cette zone, ça peut être sur la zone d'en haut ici. Mais en tout cas, le prix viendra chercher une zone pour faire un retest. Donc, une fois que le prix va faire le retest, ça veut dire qu'un autre mouvement baissier va commencer. Et donc, lorsque le retest est fait, donc un mouvement baissier commence. Et donc, la troisième étape, en fait, c'est la création du nouveau plus bas. Parce que là, c'est un changement de tendance vers la baisse. Donc, le prix va faire un nouveau plus bas. Et donc, ça va casser maintenant le creux qui a eu lieu après le choche. Là, la tendance a clairement changé. C'est là qu'on parle d'un changement de tendance. La tendance a changé, elle n'est plus haussière, elle est maintenant baissière. Lorsque le prix fait seulement le choche, ce n'est pas suffisant pour dire que la tendance a changé. Lorsque le prix fait seulement le retest, le choche et le retest, ce n'est pas suffisant pour dire que la tendance a changé parce que le prix peut venir simplement s'arrêter ici
ok, et fait un W puis remonter. Et recommencer, recontinuer sa tendance haussière. Vous voyez? Donc, il y a une chose, oui. Il y a un retest, oui. Mais c'est quand le prix va casser et générer le nouveau plus bas que la tendance a officiellement changé. Et là, vous allez commencer maintenant à vous attendre à ce que le prix retrace pour prendre des opportunités à la baisse. Mais tant que ça n'a pas encore fait la troisième étape, la tendance n'a pas encore changé. Donc, tout ce que vous allez vouloir prendre à la baisse sera simplement quelque chose de risqué. Ce sera quelque chose de risqué. Donc, le changement de tendance, ce sont les trois étapes-là réunies. Si les trois étapes ne sont pas réunies, c'est que ça ne compte pas. Ça ne tient pas. Parce que le prix peut faire quoi? On va prendre un exemple. Le prix peut venir. Le prix peut faire le chouche, ok? Le prix peut faire le chouche. Venir ici, faire ceci. Ça fait un retest, ok? Mais ça ne va pas aller en bas totalement et puis repartir et puis recontinuer sa tendance haussière. C'est un cas de figure. Le prix peut venir jusqu'ici, faire tout ceci, s'arrêter ici et continuer sa tendance haussière. Donc là, le prix fait chouche, le prix fait retest, mais finalement ne fait pas le plus bas. Et la tendance continue en fait. Ou le prix va simplement continuer directement la tendance haussière, sans faire de retest. Donc, quand le prix fait le chouche, c'est bon, il faut surveiller. Quand le prix fait le retest, il faut surveiller. Maintenant, c'est quand le prix fait la cassure que la tendance a officiellement changé. Et c'est à partir de ce moment que vous allez commencer à vous attendre à prendre des opportunités dans le sens de la nouvelle tendance. Donc, quand il y a le chouche, il ne faut pas directement commencer à dire, OK, j'atteins ici pour dire que je vais rentrer là et puis je vais attendre un sell. Non, non, non. Ce n'est pas encore confirmé que la tendance a changé. Pour qu'on dise que la tendance a changé, il faut plus d'informations qu'un chouche et un retest. Il faut les trois réunis. Donc, voilà pour la tendance haussière qui devient baissière. Donc, je vais expliquer alors pour la tendance baissière qui va devenir haussière. Donc, il y a une chouche. Il y a une chouche ici, ok? Donc, le prix doit venir faire un retest, peut-être sur cette zone-là, peut-être une zone plus basse, peut-être jusqu'ici. Le prix va choisir une zone, en tout cas, faire un retest et générer un nouveau plus haut. Et c'est à ce moment-là que la tendance a changé. Donc, quand le prix fait le chouche, on se dit, ah, la tendance peut changer, mais ça n'a pas encore changé. Et donc, après, on attend le retest se fait. Quand le retest se fait, on a dit, OK, peut-être que la tendance veut réellement changer. Et là, quand le prix fait maintenant le nouveau plus haut, là, la tendance a clairement changé. On peut maintenant s'attendre à prendre des buys sur les supports qui vont se former durant la précédente impulsion pour chercher à prendre un trade pour aller sur le plus haut précédent. Tout simplement. Donc, je répète pourquoi les trois étapes sont importantes. Le prix peut simplement faire son chouche et recontinuer sa tendance directement. Et ça va vous sortir si jamais vous cherchez un buy. Le prix peut venir faire le retest et venir s'arrêter ici pour descendre après. Peut-être même venir s'arrêter là, ok? Ça va peut-être même venir s'arrêter là et puis même faire un range d'abord pour après encore descendre. Le prix va faire ce qu'il veut, mais ça ne va pas réaliser le sommet plus haut. Donc, tant que le prix n'aura pas fait chouche, premièrement, retest, deuxièmement, et génération de nouveau plus haut, la tendance baissière n'a pas changé. Donc, vous devez continuer de trader dans le sens de la tendance baissière avant que le prix le réalise lui-même et ne vous confirme qu'il a réalisé un nouveau plus haut. Donc, en ce qui concerne le changement de tendance, j'espère qu'on se comprend. En ce qui concerne la tendance elle-même, j'espère qu'on s'est compris également. Donc, si nous sommes dans une tendance haussière, et que le prix vient se retrouver dans un range, ok, si nous sommes dans une tendance haussière et que le prix se retrouve dans un range, vous devez prioriser les zones de la tendance dans laquelle on était. Et le prix fait un range, vous devez prioriser les zones de la tendance dans laquelle on était. Donc, tant que le prix n'aura pas fait un chouche ici, cassure, retest, la tendance n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Tant que le prix n'aura pas fait chouche, cassure, retest avec génération de niveau plus bas, la tendance n'a pas changé. Donc, vous devez toujours chercher à prendre alors des trades dans le sens de la tendance qui était en cours. Sinon, vous allez vous faire sortir inutilement. OK. Je pense qu'on a fini en ce qui concerne les tendances. Et on va aborder alors le sujet le plus dramatique qui détruit en fait toutes les analyses. Ce sont les time frames.
Parce que on va voir quelque chose de clair en D1, on va aller en M30, ce n'est plus clair, on va aller en H1, ce n'est plus clair, on va aller en H4, on va aller en weak, on voit une zone de weak, on est en M30, on voit qu'on est sur une zone de weak, on se demande qu'est-ce qu'on va faire maintenant, est-ce qu'il faut trader en fonction de weak, ou bien il faut trader en fonction de D1, ou bien il faut aller simplement trader en M5, il faut trader en fonction d'un seul time frame, ou bien on va utiliser tout ensemble, et tout est mélangé. Tout est mélangé. Donc, on va essayer de clarifier tout ça là aujourd'hui. Quel time frame utiliser? Comment ne pas se mélanger dans les time frames? Je vous assure, tous les time frames ne sont pas utiles. Tous les time frames ne sont pas utiles. Ne perdez plus votre temps à vouloir utiliser tous les time frames forcément. Vous êtes venu sur le graphique pour faire une analyse, comprendre ce qui se passe sur le marché. Ok? Une fois que vous avez compris là, c'est ça qui est important. Prenez votre trade et puis partez. Ce n'est pas une obligation parce qu'il y a tous les time frames. On doit utiliser tous les time frames. J'espère qu'on se comprend. Donc, je vais vous expliquer alors quels sont les time frames qu'il faut utiliser et quels sont les time frames qu'il ne faut pas utiliser. Il y a un terme que j'utilise qu'on appelle les time frames correspondants. Non, que j'appelle les time frames correspondants. Donc, nous allons voir les time frames correspondants. Ce n'est pas utile de vouloir trader tous les time frames. Ce que j'appelle les time frames correspondants, vous n'allez pas entendre ça quelque part d'autre. C'est ma création, j'ai commencé à considérer ça moi-même. Et c'est ce que j'utilise. Ce que j'appelle les time frames correspondants, ce sont en réalité des time frames qui se donnent des informations les uns sur les autres et qui nous permettent en réalité de mieux comprendre ce qui se passe sur le graphique pour pouvoir mieux rentrer et mieux profiter des opportunités. Donc, nous avons beaucoup de time frames sur le graphique. Beaucoup. Et chaque time frame donne une information sur notre time frame. Parfois, vous allez aller en D1 et vous allez remarquer que en D1, quand on va en D1, on voit un mouvement, on va en M30 ou bien en H4, on voit que le mouvement est beaucoup plus clair. Ou bien quand on va en H1, on voit que le mouvement de D1, là, ça se clarifie un peu plus quand on va en H1. Mais tous les time frames ne sont pas bons pour donner des informations sur notre time frame. Par exemple, si je suis en H4, ok, si je vais en H1 pour essayer de voir plus d'informations sur H4, je n'aurai pas d'informations pertinentes en fait, parce que H1 ne détaille pas assez ce qui se passe en H4. Donc moi, je me suis établi en fait des time frames correspondants, c'est-à-dire que si je veux les informations sur un time frame X, je vais aller dans le time frame Y pour avoir des informations, ou je vais aller dans le time frame Z pour avoir les informations. Je vais expliquer. Nous avons en première position le plus grand time frame qui est le mois, le month. Après le mois, nous avons le week. Donc, ce sont les time frames correspondants que je veux noter déjà comme ça. Le week. Après le week, nous avons le D1. OK. Après le D1, nous avons le H4. Après le H4, nous avons le M30. Après M30, nous avons M5. Et après M5, nous avons M1. Le time frame correspondant inférieur. Ce que j'appelle time frame inférieur, c'est un time frame qui a une durée inférieure à celle en fait du time frame dans lequel on est actuellement. Par exemple, si on est en mois, ok, mois et week, on sait qu'un mois dure plus longtemps qu'une semaine. Donc le time frame de week est inférieur au time frame du mois. C'est ce que j'appelle time frame inférieur. Quand je dis time frame supérieur, c'est que le mois est un time frame supérieur au week. Parce que le mois dure plus que le week, tout simplement. Donc, ce que j'appelle time frame inférieur correspondant de mois, c'est le week. Je vais vous montrer tout à l'heure sur le graphique en quoi est-ce que ça a un impact en fait sur les analyses. Le time frame inférieur correspondant de week, c'est le D1. Celui de D1, c'est le H4. Celui de H4, c'est le M30. Celui de M30, c'est le M5. Celui de M5, c'est le M1. Et le time frame supérieur correspondant de M1, c'est M5. Celui de M5, c'est M30. Celui de M30, c'est H4. Celui de H4, c'est D1. Celui de D1, c'est week. Celui de week, c'est month. Donc, si vous regardez mes vidéos, en fait, d'habitude, vous allez remarquer que c'est seulement cet time frame-là que je regarde. Moi, week, D1, H4, M30, M5. C'est cet time frame-là que je regarde et parfois je vais en M1. Ce sont toujours ces time frame-là que j'observe. Et donc, si je veux des informations sur ce qui se passe de façon claire en H4, je peux aller regarder dans ce time frame inférieur correspondant pour mieux comprendre ce qui se passe
et aller dans ce time frame supérieur correspondant pour mieux comprendre la direction que le prix veut prendre. Parce que c'est le time frame supérieur qui est dans la direction générale que le prix veut prendre. On va aller voir clairement sur le graphique pour mieux comprendre. Lui ne sera pas intéressant à observer, je pense. Non, on va voir. Donc, nous avons par exemple le D1 ici. Le D1 ici qui est en tendance haussière, d'accord? Ce qu'il faut noter dans cette histoire de time frame correspondant, c'est que ça nous permet de comprendre ce qui se passe sur le graphique. Et dans cette compréhension, c'est que ça nous détaille en fait ce qui se passe sur le graphique. Là, en D1, nous avons une tendance haussière qui est formée d'impulsion, de retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement en cours actuellement. Vous allez remarquer que quand vous êtes dans un time frame donné et que le time frame est dans une tendance claire, si vous allez dans ce time frame inférieur correspondant, chaque phase de la tendance en question fait une tendance complète dans le time frame inférieur correspondant. Je m'explique. La phase d'impulsion de D1, ok, fait une tendance complète dans son time frame inférieur correspondant. Donc, la phase d'impulsion de D1 va faire une tendance complète en H4, une tendance haussière en H4. La phase de retracement de D1 va faire une tendance baissière en H4. De la même manière, en H4, la tendance de H4 là, sa phase d'impulsion va faire une tendance complète en M30. Sa phase de retracement va faire une tendance complète en M30. Donc, chaque time frame, ces phases d'impulsion et phases de retracement forment des tendances complètes dans le time frame inférieur correspondant. Et je vais vous montrer ça là tout de suite. Je vais alors prendre la phase d'impulsion, la dernière impulsion qui a eu lieu, tout simplement. Non, je vais même prendre depuis le début. Donc, l'impulsion a commencé ici. La première impulsion a commencé là et est arrivée jusqu'ici. OK. Après, le prix a fait une nouvelle impulsion et est arrivé jusque là. Le prix ici avait retracé jusqu'ici. Donc, on va voir, quand on va aller en time frame inférieur, qu'il y aura une tendance haussière ici, une baissière ici, haussière là, une baissière là, haussière là, une baissière qui est en cours actuellement. Comme on peut le voir clairement, tendance haussière ici, sommet et creux de plus en plus haut ici en H4 pour le début pour la première impulsion. Et là, il y a eu un choche. Le prix n'a pas pu faire une tendance baissière complètement puisque c'est normal, c'est un retracement. La nouvelle impulsion a fait quoi? Hausse, tendance haussière claire en H4. Le retracement a eu lieu. Ça fait un choche en fait. Ça n'a pas fait une tendance également. Mais là, ça a fait une tendance. Ici, c'est en train de faire une tendance baissière pour le retracement qui est en cours. Donc, ce n'est pas forcément, en fait, tout le temps. Surtout, en fait, les retracements. Les retracements n'arrivent pas toujours à faire ça puisque c'est le mouvement faible du marché. C'est quand les retracements sont très grands que parfois vous allez voir le prix va réussir à faire une tendance. Mais la plupart du temps, chaque phase des tendances, ok, d'un time frame donné représente des tendances entières en time frame inférieur correspondant. Nous allons voir pour cette tendance haussière de H4. Donc, on va aller en M30 qui est le time frame inférieur correspondant de H4 pour voir ce qui se passe. Donc là, on a ce retracement qui s'est terminé là, après cette impulsion qui s'est terminée ici, retracement s'est terminé ici, impulsion jusqu'ici, retracement jusque là, impulsion jusqu'ici, retracement jusque là, impulsion jusqu'ici. Voilà. Donc, on va aller en M30 pour aller voir ce qui s'est passé. Vous voyez clairement ici, tendance haussière dans la phase d'impulsion, tendance baissière dans la phase de retracement, tendance haussière dans la phase d'impulsion, tendance baissière dans la phase de retracement, tendance haussière dans la phase d'impulsion, tendance baissière dans la phase de retracement, tendance haussière dans la phase d'impulsion, tendance baissière dans la phase de retracement, tendance haussière dans la phase d'impulsion. Et c'est comme ça que le marché fonctionne en fait. Donc si on a D1 qui est en tendance baissière, la phase d'impulsion de D1 va faire une tendance complète en H4,
une tendance baissière complète en H4. Et chaque impulsion de H4 aussi fera une tendance en M30. Et cette information nous permet de pouvoir disséquer le graphique et de comprendre ce qui se passe dans tous les time frames. Ça nous permet de comprendre ce qui se passe dans tous les time frames. Donc, c'est la première utilité des time frames correspondants qui est là. Là, je ne me perds pas à aller en H1 par exemple. Si je vais en H1, ça ne va pas me permettre de comprendre mieux ce qui se passe en H4 parce que là, peut-être qu'il y a des mouvements ici, mais je vais douter en fait sur le fait qu'il faut considérer ces mouvements-là comme des sommets ou des creux parce qu'il n'y a pas assez de bougies en fait. Donc, la première utilité des time frames correspondants, c'est ça. Ça nous permet de disséquer le marché, de comprendre comment chaque tendance évolue. Maintenant, la deuxième utilité, c'est que ça nous permet de savoir quand est-ce que les tendances s'arrêtent. Oui, parce que j'avais l'habitude de trader et de me faire surprendre par les changements de tendance. Je vois qu'il y a une nouvelle tendance qui commence à se prendre et puis le marché me sort. Je ne comprends rien. Là, on peut lutter contre ça. Tout simplement parce que si vous savez que le prix, par exemple, est en impulsion en D1, ok, vous n'allez pas... Si vous savez que le prix de D1 est en phase d'impulsion, vous savez qu'une impulsion, c'est que le prix va minimum venir casser le précédent plus haut de la tendance. Minimum. Et aller chercher une certaine zone en haut avant de commencer un retracement. Donc, ça veut dire que vous savez que si jamais une tendance haussière de H4 commence ici, ça veut dire que comment dit-on? Ça veut dire que l'impulsion de D1 veut commencer en fait. Mais bon, je pense qu'on doit parler d'abord du fait qu'on puisse savoir quand est-ce que les impulsions commencent et les retracements commencent. Parce que sans ça, le fait de connaître le changement de la fin des tendances n'aura pas trop de sens. Vous n'allez pas comprendre l'explication. Donc, je reprends. La première utilité des time frames correspondants, c'est le fait qu'on puisse disséquer le marché, disséquer les tendances et comprendre ce qui se passe dans tous les time frames. Deuxième utilité, c'est qu'on peut savoir lorsque la tendance, dans la tendance en cours, le prix commence son retracement et lorsque le prix commence son impulsion. On peut savoir ça avec précision. Donc là, on sait que D1 est en tendance haussière, par exemple, le prix a fait un retracement et est venu sur une zone de support. Donc, en étant sur la zone de support, on sait que la phase d'impulsion de D1, c'est une tendance complète en H4. Donc, on va aller alors en H4 et s'attendre que la phase de retracement de D1 qui était une tendance baissière change et devienne une tendance haussière. Vous voyez? Et lorsque la tendance haussière commence ici en H4, on sait que boum, c'est l'impulsion de D1 qui a commencé. Vous voyez? Et lorsque, par exemple, le prix a touché une zone de résistance et que la tendance de H4 devient baissière, on sait que c'est le retracement de D1 qui a commencé. Tendance haussière, le prix monte, touche une zone et fait un changement de tendance en H4, c'est qu'on sait que le retracement de D1 a commencé. Après, H4 a tourné, D1 a tourné, revient sur une zone de support. Et là, on a un changement de tendance, le prix devient haussier ici en H4. Donc, on sait que l'impulsion de D1 a commencé. Je vais aller chercher un autre marché pour qu'on puisse illustrer de façon un peu plus intéressante ce qui est en train de se passer. Je vais prendre un marché sur lequel je n'ai pas fait d'analyse. Bon, ça, il y a un truc que je voulais tester là, mais bon, ça n'a pas marché. Donc, ceci, par exemple, nous sommes ici en D1, d'accord? On a vu le prix ici qui a fait ce mouvement-là. Le prix qui a fait ce mouvement-là et la tendance est devenue haussière ici. D'accord? Donc, chaque impulsion de D1 fait une tendance haussière en H4. Donc, si on était ici à ce niveau, comment on allait savoir que l'impulsion de D1 voulait commencer? On allait savoir ça en restant sur la zone de D1 en H4 pour observer à quel moment la tendance va changer. Et tendance changer, c'est quoi? C'est que le prix a fait un choche plus un retest. Et après le retest, il y a une génération de nouveau plus haut. Et là, la tendance est montée. Vous voyez comment le prix est monté depuis ici jusque là-bas, puisque c'est un mouvement de D1 en fait. Donc la tendance est montée très, très, très sauvagement. Ça nous permet aussi de savoir lorsque la tendance, le prix va commencer son retracement. Et donc, si le prix monte jusqu'ici, par exemple, là, on sait qu'il y a une résistance. Donc, si le prix vient sur les résistances, on surveille en fait la tendance de H4. Et on voit ici, par exemple, la tendance de H4 a changé, a commencé à chuter. Donc, on sait que le retracement de D1 est en cours. De la même manière que je suis en train de parler de D1, on peut faire ce travail-là en H4 en fait.
pour la tendance de H4, lorsque le prix vient sur une zone de support, supposons qu'on a une tendance haussière, lorsque le prix vient sur une zone de support de H4, on sait qu'on va aller en M30 si la tendance de M30 change. On sait que l'impulsion de H4 a commencé. Si le prix vient en H4 sur une zone de résistance de H4 et qu'on va en M30 et que la tendance de M30 a changé, à ce moment-là, on sait que le retracement de H4 a commencé en fait. Et ça nous permet de pouvoir suivre la tendance en entièreté et de ne rien manquer, de ne pas rentrer à des moments inutiles et de rentrer au moment précis. Donc la troisième chose, c'est qu'on sait quand les tendances vont s'arrêter. Donc si je commence par exemple à suivre la tendance baissière ici de H4, d'accord, en sachant que c'est un retracement de D1, je sais que le prix ne va pas dépasser la zone de support de D1. Donc si je vais mettre un TP, je ne vais pas dépasser la zone de support de D1. Alors que ici, on sait que c'est l'impulsion de D1 qui veut commencer. Donc le prix va monter très loin avant de revenir. Donc à ce moment-là, je sais que quand la tendance de H4 va commencer, ça va aller loin avant de changer. Donc ça nous permet de savoir quand est-ce qu'on peut rentrer. Par exemple, quelqu'un va venir vouloir rentrer ici, tu seras risqué parce que on sait que le prix est en retracement en D1 et que la tendance de H4 là ne va pas durer. Alors que ici, même si le prix est déjà venu jusqu'ici, il a cassé le précédent plus haut de la tendance de T1, on sait que le prix doit toujours monter puisqu'une tendance haussière est censée aller de plus en plus haut. Et donc là, on peut s'attendre à un retest et prendre un bail, tout simplement. Donc on sait quand la tendance peut changer et quand la tendance peut ne pas changer. Et c'est une information importante pour avoir la sûreté sur le graphique, pour comprendre ce qui se passe vraiment sur le graphique. Donc, trois importantes utilités. La première, c'est de comprendre exactement ce qui se passe dans tous les time frames pour toutes les tendances. Deuxième, c'est de pouvoir savoir exactement à quel moment le prix dans son évolution fait le passage de la phase de retracement à la phase d'impulsion et le passage de la phase d'impulsion à la phase de retracement. Donc, quand les impulsions commencent, quand les retracements commencent. Et la troisième information, c'est de pouvoir savoir quand est-ce que la tendance qu'on est en train de suivre actuellement va s'arrêter. Donc, si on peut rentrer et puis poursuivre, ou bien s'il faut simplement s'arrêter et puis ne pas suivre. Et ce sont des informations importantes si on veut bien trader et mieux comprendre le graphique et s'assurer d'avoir les meilleurs bénéfices possibles. Là, nous avons parlé des tendances, nous avons parlé des time frames. En réalité, ce dont je voulais parler uniquement, c'était les tendances. Cette affaire de time frame, c'est un bonus parce que j'ai vu que les tendances sans les time frames, en réalité, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas du tout intéressant. Mais en plus, maintenant des time frames correspondants, je vais vous partager, je vais vous offrir certainement un cadeau, d'accord, cette image-là, pour ceux qui traitent les volatilités. C'est en réalité le recueil de tous les marchés sur les volatilités avec leur lot minimum et le nombre de points qui font $1. Le nombre de points qui font $1. Donc ça va vous permettre de savoir quel lot prendre en fonction du nombre de points de votre stop loss pour risquer la somme que vous voulez exactement sur le graphique. Et ça vous facilite comment travailler. Donc ici, voilà comment faire les calculs des pips pour pouvoir prendre le lot que vous voulez. Donc pour tous les nouveaux marchés de boom et crash, donc les crash 600, 900 et puis boom 600 et 900, c'est 5000 points qui font $1 pour eux tous. Donc à part ça, tout le reste est ici. Donc ça, c'est un autre cadeau. Et après ça, maintenant, je vais vous montrer maintenant de quelle façon ces deux informations-là vont vous permettre en fait de prendre des trades exponentiels avec des résultats intéressants. Mais avant de procéder, je vais quand même faire un petit rappel. Si vous trouvez cette vidéo intéressante et instructive, allez sur le post sur Facebook, allez écrire le nom de 3 de vos amis traders en commentaire pour qu'ils viennent suivre aussi, parce qu'ils doivent apprendre, ils doivent arrêter de faire des erreurs. Il faut partager cette publication-là pour que le maximum de traders puissent voir cette vidéo et puissent apprendre le mieux possible. Et liker la publication et partager-la massivement. Maintenant, si vous avez envie, de pouvoir prendre des trades avec des ratios de 1 pour 7 minimum, donc de pouvoir multiplier votre risque investi par 7 minimum sur chaque trade, je peux vous former avec mon équipe. Donc, dans notre communauté, on fait une formation avec un coaching personnalisé qui se fait en réalité en formation et en présentiel et en ligne plutôt et en présentiel si nécessaire. D'accord? Vous aurez à votre disposition un coach qui va répondre à vos préoccupations et corriger vos exercices tous les jours.
Vous ferez des analyses ensemble, vous prenez les trades ensemble jusqu'à ce que vous maîtrisez complètement le travail. Et même si vous avez fini de maîtriser, que vous avez commencé à faire vos résultats, vous pouvez toujours travailler ensemble. C'est à vous de décider quand vous allez arrêter en fait. Donc le suivi en fait chez nous c'est à vie. Maintenant, vous allez apprendre à gérer également votre compte de telle sorte pour pouvoir atteindre en fait votre premier million au bout de quelques mois. Parce que en réalité, une chose est de pouvoir faire des résultats, mais atteindre l'objectif du million, c'est en réalité une organisation. Donc, comment vous organisez dans votre vie de tous les jours, comment vous levez, comment organiser votre journée en fonction de votre travail, si vous avez un boulot ou bien vous allez à l'école, en fonction de votre vie de tous les jours, pour pouvoir mettre les choses en place pour atteindre l'objectif du million. Donc, contrairement à ce qu'on pense, l'objectif du million, ce n'est pas en réalité une affaire de je prends beaucoup de risques. Non, c'est plutôt une affaire d'organisation et de discipline. Donc, on va vous apprendre en fait à avoir cette discipline-là, à avoir cette organisation-là. Donc, pour la formation, nous prenons un nombre limité en réalité de personnes chaque mois. Donc, si vous êtes réellement intéressé, vous me contactez tout de suite sur Telegram. Je vais laisser mon lien Telegram et mon lien de WhatsApp également en bas de la vidéo. Vous allez pouvoir me contacter directement pour avoir les informations supplémentaires sur le programme de la formation et ce qui va concerner le prix parce que ça va dépendre en réalité de la façon dont on va travailler ensemble. Donc, réagissez le plus vite. On prend un nombre de personnes limité par mois, c'est 2 actuellement. Ça peut changer, ça peut ne pas changer, je ne sais pas, mais actuellement, c'est 2 personnes qu'on prend dans le mois. Donc, si vous voulez réellement faire partie des premières personnes à profiter, manifestez-vous tout de suite. Il n'y a pas de négociation une fois le nombre de places atteint. Il n'y a pas de négociation quand on va aussi arrêter de prendre les gens. Parce qu'arrivé à un moment, je vais arrêter de prendre les gens. Je veux simplement quelques personnes conscientes avec qui je vais pouvoir me faire de l'argent et évoluer pour pouvoir faire d'autres projets plus tard. So, nous allons poursuivre et je vais vous montrer un exemple de résultat que vous pouvez faire. Bon, en fait, j'ai même déjà montré sans même faire exprès. Là, on a la tendance de D1 qui est en train de monter, n'est-ce pas? On sait que le prix va faire une nouvelle phase d'impulsion. OK? La phase d'impulsion va minimum venir casser ici. Minimum. Et lorsque nous sommes dans cette phase-là, on sait que c'est H4 qui va changer de tendance. Donc, on va attendre que H4 fasse un shosh plus un retest et vienne sur la zone ici pour faire un retest. OK, donc quand le prix va faire la cassure plus le retest, vous pouvez essayer maintenant de rentrer au niveau du retest. Et pour bien rentrer au niveau du retest, on sait que le retest là, c'est un retracement de H4. Et un retracement de H4 représente une tendance en fait en M30. Et donc à cet endroit, vous allez aussi aller maintenant sur la zone de H4 et attendre que le prix fasse la cassure et le retest pour rentrer. Donc M30 était en tendance haussière après un range ici et puis venir tester les zones là. Et le prix vient faire cassure, retest et vous rentrez quelque part ici. Vous imaginez, vous allez rentrer quelque part ici. Et votre take profit, c'est jusqu'en haut là-bas. Vous prenez ça ici, ok? Et le TP, c'est jusqu'en haut ici. Près de 300 000 points. Non, pas près, 300 000 points. 300 000 points sur V50, ça fait... je sais que c'est 2500 points qui font $1. Donc, 10 000 points font $4. Ok? Donc, 10 000 fois 10 000, c'est ça qui fait 100 000. Donc, on est $40. $40 maintenant fois 3, c'est ça qui fait 300 000 points. Ça fait un truc de $120 avec le plus petit lot. Ok, le plus petit lot du graphique. Vous allez prendre un petit SL ici, puisque le SL sera quelque part certainement au plus 10 000 points, donc au plus $4 normalement. Et vous allez faire $120. $120. Imaginez, $4, ça fait un truc de, disons 5 000, non? Bien, non. Disons 2500, je pense. Ça fait un truc de 2500, ouais. Et 2500 pour gagner $120. 120, vous-même, faut essayer d'imaginer. Imaginez. $120, ça fait plus de 60 000, 60, 80 000, un truc du genre. Avec 2500 francs. C'est une opportunité intéressante. Donc, avec le fait de comprendre comment le marché fonctionne, avec le fait de comprendre à quel moment les tendances changent et le maîtrise en fait des différents time frames, vous pouvez faire des résultats qui vont tout casser sur le graphique. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous êtes obligé, je répète encore, vous êtes obligé de partager la vidéo. Vous êtes obligé de partager la vidéo, de taguer vos amis en commentaire afin qu'ils puissent apprendre ça. J'ai souffert pour avoir ces informations-là. J'ai perdu de l'argent pour avoir ces informations-là. J'ai passé des nuits blanches pour avoir ces informations-là. Donc, je vous partage ça aujourd'hui gratuitement.
pour que vous ayez la chance de pouvoir évoluer dans votre trading. Parce que je ne veux pas que vous ayez à souffrir comme j'ai eu à souffrir. Donc, sur ce, c'était un plaisir de vous partager mon savoir-faire. C'est Franck Alex. Si vous avez des questions, posez-les en dessous de la vidéo sur Facebook, en dessous du post de la vidéo sur Facebook. D'accord, je vais essayer de répondre si les questions sont répondables. Si ce n'est pas répondable, là, certainement, il va falloir la formation complète en réalité. Donc, si vous voulez des détails sur la formation, contactez-moi avec les numéros que j'ai laissés en dessous de la vidéo. C'était un plaisir. On se dit à la prochaine. Allez les gars, je suis fatigué.